Manakoria Betsikadiabe, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Il est 14 heures, on va commencer. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs. Donc, cette conférence a trait aux îles Malgaches, qui est un sujet naturellement qui intéresse des étudiants comme vous et des diplomates comme vous, Excellence, mais je crois qu'il intéresse toute la population malgache. Et par-delà la population, je crois que ça intéresse véritablement, j'en parlerai dans ces propos introductifs, ça intéresse véritablement la communauté internationale pour un certain nombre de raisons, des raisons politiques évidemment, des raisons diplomatiques, des raisons économiques, des raisons énergétiques et tout simplement des raisons d'état de droit, tout simplement de respecter un certain nombre de choses et notamment des résolutions des Nations Unies. Les îles Malgaches, dites îles éparses, font en effet l'objet de débats épisodiques au sein de l'opinion publique malgache, mais aussi d'échanges entre Madagascar et la communauté internationale en général et la France, ancienne puissance coloniale en particulier. Le 26 juin 2020, pour le 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de Madagascar, les présidents malgaches et français sont convenus, entre guillemets, d'établir un partenariat, un vrai dialogue, un travail politique pour aboutir à une solution commune. Ceci est le terme même du communiqué de presse du 29 mai 2019. Cette conversation diplomatique à laquelle vous avez bien voulu vous joindre, par son approche neutre, factuelle et pédagogique, se veut simplement une contribution au débat et un éclairage indépendant sur ce sujet juridiquement installé depuis maintenant plus de 40 ans. En effet, c'est déjà le 13 février 1976 que le jeune président Didier Ratsirg adressait le message suivant au secrétaire général des Nations Unies. Je cite ce télégramme. « Pour ce qui le concerne, le peuple malgache tient son indépendance pour incomplète, aussi longtemps que des parcelles de territoire africain demeurent sous domination étrangère. C'est pourquoi, poursuit-il, nous n'avons jamais renoncer à nos droits sur les petites îles de l'océan Indien, dont Juan de Nova, qui ont toujours fait partie intégrante, historiquement, géographiquement et juridiquement, du territoire national malagasy. » Quelques mots d'histoire géologique en exergue de ce propos. Au commencement, Madagascar, l'Afrique, l'Inde, l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique du Sud étaient réunis dans un seul continent qu'on appelle le Gondwana. Cela fait maintenant 250 millions d'années que notre grande île s'est détachée de l'Afrique pour former cet État insulaire appelé Madagascar, la 5e île la plus grande du monde. Depuis le XVIIe siècle, du temps où notre pays était un pays indépendant, jusqu'en 1896, date de son occupation coloniale, la Grande Île était une nation à part entière, administrée par nos reines et par nos rois dans le cadre du royaume souverain indépendant de Madagascar. Durant la monarchie, notre grand roi, Andjanampujmern, a unifié Madagascar et plus tard son fils Radam Ier a institué la langue malgache parlée par chaque citoyen de notre grande île. C'est à notre reine Ranavan Ier que Madagascar doit d'avoir un État moderne, une industrie florissante et une diplomatie respectée par les grandes puissances. Nos principaux partenaires diplomatiques étaient le Royaume-Uni et l'Empire du Japon, qui, dès le XIXe siècle, ont reçu nos ambassadeurs avec tout le respect dû à une nation moderne et indépendante, le royaume de Madagascar.
Le royaume de Madagascar était certes un archipel intérieur peuplé de 18 tribus ou ethnies, mais c'est également un archipel extérieur avec ses dépendances. Madagascar est en effet composé, depuis la période contemporaine, de 260 îles où naturellement la biodiversité, j'y reviendrai, y est particulièrement bien respectée. Les îles malgaches ont pour nom, vous les connaissez, Nusbe, Nuslav, Nusmitsu, Nusakati, Nusikumb, mais également les îles Glorieuses, Juan de Nova, Bassas de India et Europa, qui sont les noms qui ont été donnés à l'époque coloniale. Où sont les îles dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire les îles malgaches? À l'entrée du canal de Mozambique, au nord, il y a d'abord les Glorieuses, qui sont un chapelet d'îles d'une superficie de 7 km², qui s'étire sur 35 km de plage de sable blanc et de relief corallien. Puis en descendant, cette passe stratégique où circulent les plus gros pétroliers venant du golfe arabo-persique, à 850 km au sud, affleure Juan de Nova, qui est un croissant sablonneux et rocailleux d'environ 5 km². À 600 km plus au sud, Bassas de India est un atoll circulaire quasi englouti par les eaux à marée haute. Puis apparaît Europa, la plus grande île de l'archipel, avec ses 30 km² de terre, rendue inhospitalière encore aujourd'hui par ses colonies de moustiques. Au niveau de Juan de Nova, il faut le rappeler, la côte malgache se situe à environ 150 km. Rappelons également que la plupart de ces îles étaient évidemment fréquentées en permanence par des pêcheurs malgaches. Rappelons par exemple qu'au XIXe siècle, Juan de Nova était un lieu privilégié de la pêche aux tortues de nos frères Vezo, et cette pêche durait entre 6 et 7 mois par an. Ces pêcheurs, Vezo, payaient d'ailleurs l'impôt au Panzak de Maintran. À l'issue de tractations internationales qui ont naturellement laissé les Africains de côté, à l'issue de tractations internationales donc, arbitrées dans le cadre du partage de l'Afrique par les grands pays européens, et à la suite d'une première expédition coloniale française, Madagascar devient un protectorat français en 1883. Évidemment, le protectorat, parce qu'il y avait un sentiment national malgache, le protectorat était peu appliqué par le gouvernement royal malgache, particulièrement réticent à l'embryon de présence française. Et c'est ainsi que la France organise en 1895 une deuxième expédition coloniale qui sera beaucoup plus violente, qui d'ailleurs a commencé à Majinga et qui s'est terminée au Rouve le 10 août 1896, lorsque notre reine, Ranavan III, a été déposée. À l'époque, les établissements français de Diego Suarez, en Serranan, de Nusbe et de l'île Sainte-Marie sont rattachés au protectorat du 28 janvier. Lors de la décolonisation, cependant, il y a un oubli, entre guillemets, les îles éparses, les îles malgaches. En effet, la France exclut malencontreusement, c'est une ironie, les îles malgaches du processus de décolonisation. Le décret rattachant les îles éparses au ministère français des Outre-mer fut signé par le général de Gaulle le 1er avril 1960, soit quelques jours avant la signature des premiers accords de coopération entre la France et le nouvel État malgache, et quelques semaines avant seulement, le 26 juin 1960, date de l'indépendance octroyée. Le professeur d'université André Oraison écrit, je cite, « En réalisant le démembrement du territoire national malgache », c'est-à-dire en excluant les îles éparses
du territoire national malgache. Sans consultation préalable du peuple de Madagascar ou de ses représentants élus et au mépris du principe de l'intangibilité des frontières coloniales. C'est-à-dire que la France qui avait occupé Madagascar, il y avait bien sûr la Grande Terre, mais également ces 260 îles. Et ce que dit le professeur Oraison, c'est qu'à l'indépendance, c'est-à-dire avec ce décret du 1er avril 1960 qui a détaché les îles éparses pour des raisons que nous verrons plus tard, est un véritable démembrement du territoire national malgache, et c'est fait également au mépris du principe de l'intangibilité des frontières coloniales. Ce décret du 1er avril 1960 déroge donc aux principes généraux de la succession d'États. C'est-à-dire à partir du moment où un État devient indépendant, c'est l'intégralité de ce territoire qui est cédée aux nouveaux dirigeants. Pour le professeur Raymond Randzev, c'est encore plus simple. L'oubli malencontreux, entre guillemets, de ces îles sont l'expression du caractère tronqué et donc inachevé de la décolonisation de Madagascar. Mais le traitement particulier des îles éparses procède d'une véritable stratégie militaire et économique. Et c'est véritablement là, aujourd'hui encore, en 2020, le nœud du problème. Le général de Gaulle voyait dans ces îles, à l'époque où il a fait ce décret du 1er avril 1960, il voyait dans ces îles du bout du monde une opportunité pour la France de détenir des lieux d'expérimentation nucléaire. Ces essais se feront néanmoins plusieurs années après, en Algérie, mais également jusqu'en 1995 en Polynésie française, à Mururoa. Plus loin, dans l'océan Indien, rappelons pour mémoire que l'Inde et le Pakistan, notamment, disposent de l'arme nucléaire. Quant aux Américains, ils ont constitué un condominium avec le territoire britannique outre-mer, les îles Chagos, revendiquées par l'île Maurice. Les Américains ont construit à Diego Garcia, qui est une île au-dessus de l'île Maurice, une de leurs plus importantes bases militaires, consolidée par des forces nucléaires américaines prépositionnées. Alors, sur quelle décision juridique se base l'appartenance des îles malgaches à Madagascar? Pour ce qui concerne les îles éparses, la résolution 3491 du 12 décembre 1979, il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans, pardon. L'Assemblée générale des Nations unies, je la cite, invite le gouvernement français à entamer sans tarder des négociations avec le gouvernement malagasy en vue de la réintégration des 4 îles séparées arbitrairement de Madagascar. Je lis la résolution des Nations unies. En outre, jusqu'à ce jour, et depuis la réunion de la Commission de l'Union africaine du 25 mai 2004, cette instance continentale conteste à la France les territoires des îles éparses, de la Réunion, de Mayotte, considérés comme occupés dans le cadre d'une décolonisation inachevée. L'Union africaine a réitéré en 2019 sa position politique identique à celle de 2005 que je viens d'évoquer. À cet égard, faut-il le rappeler, les propos du président Emmanuel Macron en février 2015 à Alger sont clairs. Il a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité et de vraie barbarie. Par une autre résolution, la résolution 3512, l'Assemblée générale des Nations unies, je la cite, a engagé le gouvernement français à entamer d'urgence avec le gouvernement malagasy les négociations prévues dans la résolution 3491 que j'ai citée tout à l'heure, en vue de trouver à la question des îles éparses une solution conforme aux buts et principes de la Charte des Nations unies. Mais Paris,
la France, qui est membre permanent de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité de l'ONU, n'a pas accordé le crédit nécessaire à cette résolution, jugeant unilatéralement inattaquable sa souveraineté sur ces récifs coralliens, pourtant longtemps considérés par nombre de dirigeants français comme des territoires résiduels de la République. Très étrangement, par le manque de courage politique de certains dirigeants malgaches dans les années passées, par la corruption ou par la peur de déplaire à l'ancienne puissance coloniale, le sujet de l'intégration, la réintégration des îles malgaches au sein de la République malgache n'est jamais revenu en discussion concrète lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce qui signifie en clair, c'est qu'avant le président Anthony Ringazuel, tous les dirigeants, naturellement j'exclus le président Ratsir, qui a été celui qui a revendiqué le premier ces îles, mais disons depuis entre le président Ratsir et Anthony Ringazuel, aucun des présidents ou dirigeants malgaches n'a osé déplaire à certains, à les grandes puissances naturellement, pour remettre ce sujet véritablement à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations unies. Il aura fallu 40 ans et l'élection démocratique du président Anthony Ringazuel pour que ce sujet diplomatique complexe s'impose à nouveau. Fort de ces résolutions de l'ONU et dans la lignée de son engagement lors de la campagne électorale, le nouveau président de la République de Madagascar, Anthony Ringazuel, au lendemain de son accession au pouvoir et lors de sa visite officielle à Paris le 29 mai 2019, a replacé le sujet des îles malgaches au cœur de l'actualité en matière de coopération bilatérale entre Madagascar et la France. Il fut convenu à cette époque, entre les deux parties, la mise en place d'une commission mixte pour régler le problème des îles éparses. Comme l'a confirmé le président Anthony Ringazuel au président français le 29 mars 2019, je le cite, « Le retour des îles malgaches dans le giron du territoire national malgache est un des éléments constitutifs de notre identité nationale. Aujourd'hui, poursuit-il, c'est encore une réalité qui nous fait mal. Je vous demande, dit-il en s'adressant au président Emmanuel Macron, je vous demande de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des îles éparses à Madagascar. À Madagascar, suite à l'approbation du Conseil des ministres du 7 août 2019, une consultation élargie au niveau national sur les îles malgaches glorieuses Bassas d'India, Juan de Nova et Europa est organisée avec la participation des experts nationaux, de la diaspora, de la société civile, ainsi que tous les organismes concernés. Pour ma part, j'ai eu l'honneur d'être nommé au sein du comité scientifique consacré à la discussion autour de ces îles malgaches. Une grande réunion populaire, vous l'avez vu, a eu lieu les 9, 10 et 11 décembre dernier au CCI d'Ivat avec un grand succès. Sur le plan militaire, rappelons que depuis 1974, suite à l'arrivée au pouvoir du président Didier Ratsir, les îles malgaches sont occupées par un contingent français. Apparemment, les Français ont réagi immédiatement à la requête du président malgache Didier Ratsir en envoyant des légionnaires pour protéger ces îles afin qu'éventuellement il ne puisse pas y avoir d'intrusion des forces malgaches sur ces îles. Mais le vrai sujet, tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, est un sujet économique, naturellement. C'est un sujet autour des 620 000 km² de zones économiques exclusives, mais c'est aussi un vrai sujet en matière énergétique.
Comme le dit parfaitement bien, c'est pas moi qui le dis, c'est la préfète administratrice supérieure des terres australes et antarctiques françaises, c'est-à-dire la préfète qui est à La Réunion, lors d'une conférence à Saint-Pierre de la Réunion le 11 décembre 2015, elle dit, à propos des îles Malagasy, c'est un sujet diplomatique complexe qui devient de plus en plus aigu, d'autant plus qu'on parle de potentiel pétrolier dans le canal du Mozambique. Le sujet, en effet, c'est les zones économiques exclusives, c'est la protection de la biodiversité, mais on va le voir, c'est également, et peut-être surtout d'ailleurs, un problème énergétique. Le principal problème posé aujourd'hui par les contestations territoriales des îles Malagasy est celui des interactions entre les conflits de souveraineté et l'exploitation des ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz. C'est en effet dans le canal de Mozambique que délimitation et conflits de souveraineté révèlent une acuité nouvelle en raison de l'importance des réserves d'hydrocarbures découvertes, entre guillemets, parce que nous le savions avant, découvertes en 2008. La multiplication des acteurs publics et privés dans les relations internationales, dont les firmes pétrolières, les ONG, très puissantes, surtout dans le domaine des hydrocarbures et de l'environnement, rend plus complexe le dossier, en même temps qu'elle peut donner à Madagascar, de mon point de vue, certains leviers diplomatico-politiques intéressants, en mobilisant par exemple les ONG, en mobilisant les organisations internationales comme l'Union africaine, l'Assemblée générale de l'ONU ou les commissions ad hoc de l'ONU. Rappelons qu'un rapport américain de 2012, sous la présidence du président Obama, évalue par exemple, écoutez bien ce chiffre, c'est un rapport américain, ce n'est pas moi qui l'invente, évalue par exemple les réserves gazières exploitées du sud du Kenya jusqu'à Madagascar à 12 500 milliards de mètres cubes de gaz. Les compagnies pétrolières Eni, qui sont italiennes, et Anadarko découvrent dans le canal du Mozambique d'importants gisements de gaz naturel, estimés donc aussi importants que ceux de la mer du Nord. C'est également une étude de 2012. Depuis 2008, un permis exclusif d'exploration pétrolière a été accordé à la société américaine Marex Petroleum par la France sur la zone Juan de Nova, dont le sous-sol contiendrait d'importantes réserves pétrolières. Depuis Houston, Texas, aux États-Unis, la capitale des pétroliers américains, le président de Marex Petroleum, M. Robert Bertheim, suit de près l'évolution des discussions franco-malgaches, évidemment, puisqu'il est concerné. Sa société est concernée, sa société a eu des droits de prospection. Mais ça, je l'évoquerai un petit peu plus tard. Dans ce contexte, la question des délimitations des zones économiques exclusives, c'est-à-dire les zones qui font partie intégrante des territoires nationaux, 620 000 km², je rappelle que Madagascar, c'est 600 000 km², donc la zone économique exclusive est plus importante que la surface de notre pays. Donc, dans ce contexte, la question des délimitations des zones économiques exclusives et celle des contestations territoriales internationales prennent un relief crucial. En effet, les îles éparses qui sont dans le canal du Mozambique ne font pas partie de la République de Madagascar. Donc, ce qui restreint d'autant la zone économique exclusive de Madagascar en deçà de ces îles. En effet, elles mettent en jeu les droits souverains d'exploration et d'usage des ressources naturelles particulièrement lucratives, en matière énergétique naturellement. Considérant tout ce qui précède, la revendication de Madagascar sur ces îles, entre guillemets, oubliées de la décolonisation, est légitime à 3 points de vue. Sur le plan géographique, avec les zones économiques exclusives, politiquement, parce que c'est corroboré par les prises de position d'organisations internationales, je l'ai cité tout à l'heure,
l'ONU et l'OUA, et également en termes juridiques, de respect de l'état de droit, c'est-à-dire notamment le respect des résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. S'agissant de l'éventuelle cogestion politique des îles Malagasy, l'exemple de l'échec de la négociation franco-mauricienne en 2010 est à prendre en considération. Il y a eu un vague accord politique entre Maurice et la France, à un très haut niveau, mais je reviendrai sur ce sujet-là, cet accord n'a jamais été ratifié par le Parlement français. Sur le plan environnemental maintenant, nous savons tous que Madagascar est le champion de la préservation de la biodiversité. Madagascar, dit-on souvent, est le sanctuaire de la nature. En effet, à Madagascar, il existe des centaines de milliers d'espèces rares et endémiques, que cela soit dans la faune ou dans la flore. Ces espèces sont aujourd'hui encore parfaitement protégées grâce notamment à la coopération internationale et plus précisément américaine à travers l'ANGAP que les États-Unis d'Amérique ont aidé à mettre en place. A contrario, dans certains pays, et c'est particulièrement malheureux pour ces pauvres populations occidentales que cela concerne, ont lieu sans cesse de très graves accidents industriels, nucléaires et environnementaux. Et naturellement, dans ces pays occidentaux, la biodiversité y est bien moins protégée qu'à Madagascar. Bien moins protégée qu'à Madagascar. Pour mémoire, rappelons que les toutes récentes catastrophes nucléaires qui souillent à partir de Fukushima l'océan Pacifique et les catastrophes industrielles en Occident, notamment à Rouen, en France. Cette catastrophe écologique à Rouen a causé la ruine de milliers d'agriculteurs qui ont été gravement atteints pour de nombreuses années et a altéré la santé de centaines de milliers d'habitants riverains de cet accident industriel à Rouen. À part cela, s'agissant de la protection de la biodiversité, Madagascar a toujours fait face à ses engagements internationaux dans la protection de l'environnement, en respectant un certain nombre de conventions que vous connaissez peut-être, les conventions CITES, mais aussi Ramsar, et puis toutes les conventions qui ont été édictées par l'Organisation des Nations Unies. Et Madagascar dispose bien évidemment de scientifiques compétents pour les différentes recherches qui pourraient avoir lieu sur les îles Malagasy. Ces spécialistes malagasy, je parle des scientifiques, baignés dans la préservation de la biodiversité depuis leur plus tendre enfance, traduisent bien l'attachement charnel que chaque Malgache a à la biodiversité et également à son territoire national et à la préservation de son territoire national. La civilisation malgache est en effet, depuis son origine, toute tournée vers la préservation de la nature et de sa biodiversité. En mai 2019, donc, les présidents Anthony Rindarzwen et Emmanuel Macron ont donc annoncé qu'ils allaient reprendre les discussions sur les îles Malagasy, dites îles éparses, via la mise en place d'une commission mixte. Celle-ci doit aboutir à une solution consensuelle d'ici juin 2020, date du 60e anniversaire de l'indépendance octroyée. Mais sur ces îles, en tout cas ces îles Malagasy, le sujet de ces îles ne concerne pas exclusivement les relations franco-malgaches. Parce qu'effectivement, la France, sur cette partie sud-ouest de l'océan Indien, est en train de perdre pied par rapport à un certain nombre de grandes nations. Malgré le succès de la COP21 en 2015, non seulement la France apparaît isolée dans la région sud-ouest de l'océan Indien, dans cette position de ne pas exploiter le gaz et le pétrole, mais elle se retrouve aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais, dans un jeu à acteurs multiples. En effet, les rapports de force se métamorphosent à l'international en interaction avec les débats de la vie politique française où l'extrême droite est de plus en plus puissante.
par ses idées et ses succès électoraux. Cependant, faut-il noter, les députés du parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, qui se sont alliés aux députés d'extrême droite du Rassemblement national de la famille Le Pen. Donc La République En Marche et les lepénistes ont très clairement annoncé que la France ne cédera pas un millimètre carré de son territoire national. Je rappelle que les députés de La République En Marche sont ultramajoritaires à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas au Sénat. Mais la jonction entre la famille Le Pen et le parti d'Emmanuel Macron est assez saisissante, s'agissant notamment du respect de l'état de droit, c'est-à-dire de l'application pure et simple. Je suis très neutre dans ce que je dis. L'application pure et simple d'une résolution des Nations Unies qui a été par 2 fois évoquée. L'Union européenne, par ailleurs, développe une stratégie de voisinage alors que l'opinion publique européenne est très anti-européenne et gagne beaucoup de terrain dans l'électorat français. La France, dans l'océan Indien, s'avère, dans un contexte diplomatique international très volatile, ne plus être une puissance régionale. S'agissant des États-Unis, par exemple, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole en exploitant leurs schistes bitumineux en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada, en Alaska, au Canada et sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Ils sont bien implantés juridiquement et militairement, on l'a vu à Diego Garcia. Diego Garcia, que naturellement, pour des raisons juridiques, politiques et géostratégiques, ils ne restitueront certainement jamais. Car de Diego Garcia, ils peuvent atteindre n'importe quel pays riverain de l'océan Indien, ainsi que la route des pétroliers. Ils peuvent également faire face au terrorisme de Daesh, qui se développe en Irak, vers le canal de Mozambique et la Corne de l'Afrique, en passant par la péninsule la péninsule arabo-persique, formée notamment par l'Iran, mais également par tous les pays satellites du royaume saoudien. Le président Barack Obama fut le premier président américain à s'exprimer devant l'Union africaine à Addis-Abeba en 2015. Il a insisté sur la souveraineté et l'indépendance, ainsi que la dignité humaine des peuples africains. Le président Obama a souhaité également que les flux financiers des dirigeants corrompus soient bien surveillés, car, dit le président Obama, la corruption vide l'économie de millions de dollars et les États-Unis combattront, avec ceux qui voudront bien le faire, la corruption d'un certain nombre d'élites, précisément en Afrique. La Russie, quant à elle, est une puissance énergétique émergente par son gaz et son pétrole. Elle s'intéresse aussi aux nouvelles provinces gazières de l'océan Indien. Elle le fait savoir théâtralement et à la critique française de l'annexion de la Crimée, vous vous en souvenez, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Ryavorov, répond à la France en faisant la comparaison avec l'occupation par la France de Mayotte et des îles dites éparses. En février 2015, la Russie annonce son soutien aux revendications malgaches sur les îles éparses. Les Russes suivent en effet de très près la nouvelle région de l'océan Indien, riche en pétrole et en gaz, qui, accessoirement, peut leur faire concurrence sur les marchés énergétiques mondiaux. Le sommet Afrique-Russie de Sotchi en octobre 2019 est très symbolique quant à ces coups de boutoir que la Russie porte à la France.
et que l'on voit un petit peu fleurir partout en Afrique. Paradoxalement, lors de la conférence des ambassadeurs en septembre 2019, le président Macron a d'ailleurs engagé fermement ses ambassadeurs à mieux considérer, dans tous les sens du terme, la Fédération de Russie. Il est vrai que le corps diplomatique français, vivant encore sous l'ancien schéma des deux blocs, Est-Ouest, demeure majoritairement hostile à la Russie. Rappelons que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est allé le 1er novembre 2018 en Centrafrique pour implorer les dirigeants centrafricains de modérer leur coopération, notamment militaire, avec la Russie. Il est vrai que l'armée russe contrôle indirectement une partie du territoire centrafricain et le plus proche conseiller sécurité du président centrafricain est aujourd'hui un Russe. Rappelons enfin la présence russe durant la dernière campagne électorale à Madagascar, fin 2018, qui a fait l'objet d'un très intéressant documentaire sur la BBC de mon ami Gaël Borgia. L'Inde et la Chine, quant à elles, ont déjà beaucoup investi dans la région et disposent de réseaux économiques et sécuritaires bien implantés dans cette région de l'océan Indien. Tous les pays pétroliers, surtout autour de l'océan Indien, et ceux qui sont attachés à la liberté des mers, passent à l'action diplomatique en appui de leurs intérêts économiques, ce qui est parfaitement naturel. Cela concerne également la géopolitique des transports d'hydrocarbures, dont les gros tonnages passent obligatoirement par le canal du Mozambique, qui est l'autoroute du pétrole. En septembre 2015, le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, reconnaît que son pays, l'Afrique du Sud, est confronté à une grave crise énergétique et à un défi prévisionnel dans l'approvisionnement d'énergie en 2021, c'est-à-dire l'année prochaine. L'Afrique du Sud importe en effet actuellement 77% de son gaz naturel, principalement du Mozambique. Mais aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de la capacité du Mozambique qui, accessoirement, pourrait aussi revendiquer un certain nombre d'îles qui sont au large de ses côtes. Donc beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur le Mozambique parce que les signes de violence, d'instabilité politique qui secouent ce pays sont assez préoccupants. Quant au nouveau marché de l'exploitation ouverte par ses nouveaux voisins pétroliers comme la Tanzanie et le Kenya, ils peuvent être de puissants arguments de rapprochement pour Madagascar dans le cadre d'un débat politico-diplomatique concernant les îles éparses. Et là, je veux parler naturellement de tous les pays adhérents aux Nations Unies, membres des Nations Unies. Parlons également des récents revers essuyés par le Royaume-Uni face à l'île Maurice, s'agissant des îles Chagos, où la Cour internationale de justice a reconnu la souveraineté mauricienne sur ces îles Chagos. Rappelons que les 35 atolls mauriciens situés dans le nord de l'océan Indien ont été réquisitionnés en 1965 pour abriter cette fameuse base militaro-nucléaire américaine de Diego Garcia. La décision de la Cour internationale de justice que je viens d'évoquer a été suivie d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant à Londres de rétrocéder l'archipel sous 6 mois. Bien que non contraignante, cette résolution a convaincu le gouvernement mauricien de pousser plus loin son avantage. En effet, les Mauriciens ont fait voter à l'unanimité de leur Assemblée nationale la création d'une circonscription électorale sur les îles Chagos. L'idée de créer un Fuktan des îles Malagasy ou une 24e région de Madagascar sur ces îles Malagasy fait d'ailleurs déjà son chemin dans la tête de certains esprits malicieux. Pour parler de l'actualité,
Lors de sa visite de 36 heures à Antananarive le 20 février 2020, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, a précisé, s'agissant de la négociation autour des îles Malagasy, il y a eu une première réunion en novembre 2019 et le travail va se poursuivre en confiance, en amitié et en clarté. Il a ajouté que le dossier des îles Malagasy est un sujet qui mérite une discussion approfondie. C'est en effet un dossier sensible, poursuit-il, où chacune des deux parties ne peut prendre une décision hâtive. La question est aussi de savoir si cette déclaration de Jean-Yves Le Drian n'est pas une réponse diplomatique, vu les agissements du président Emmanuel Macron, qui a annoncé tout dernièrement son souhait unilatéral d'installer une réserve naturelle sur les îles Glorieuses en juin 2020, comme par hasard au 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Rappelons que le président Macron, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février dernier, a précisé que les îles éparses sont françaises, comme, dit-il, le reconnaissent selon lui les Nations Unies et que la présence de la France sur ces îles a permis de les préserver d'une exploitation prédatrice. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas faire de ces îles 67 hectares Wishut. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Parce que qui visait-il en disant la présence de la France sur ces îles a permis de les préserver d'une exploitation prédatrice. Voilà, c'est à chacun de voir ce que signifient ces mots. Il a également précisé qu'il comptait concrétiser un projet écologique en juin prochain, date par ailleurs du 60e anniversaire de notre indépendance octroyée, et date également de sa visite à Madagascar le 26 juin prochain. Étrangement d'ailleurs, le même jour, le jour de la Saint-Valentin, il y avait beaucoup de loisirs ce jour-là pour faire des déclarations politiques. Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie en France, signent un communiqué conjoint sur l'arrêt de tout forage sur les territoires maritimes français et le classement des îles éparses en réserve naturelle. C'est assez étrange, mais voilà, c'est assez précipité et étrange. Enfin, ce sont des faits que j'évoque. Cette même journée de la Saint-Valentin, la société américaine Marex, que j'évoquais tout à l'heure, cette société qui s'est vue octroyer par Ségolène Royal en 2008 un permis de prospection, eh bien ce permis de forage pétrolier a été déclaré caduc à cette même date du 14 février 2020. Sur le plan juridique, cette suppression du forage s'est faite en vertu d'une loi française votée en 2017 et donc appliquée en 2020, interdisant tout octroi de permis qui observe pourtant le principe de non-rétroactivité. En 2007, on fait une loi que l'on applique pour la première fois en 2020 sur quelque chose qui a été signé en 2008. Donc c'est en contravention flagrante, pour ceux qui font du droit, avec le principe sacro-saint de non-rétroactivité des lois. C'est que si je fais une loi aujourd'hui vous interdisant de porter un t-shirt gris, cela vaudra pour votre prochain t-shirt gris, mais pas celui que vous portez actuellement. Il n'y a pas de rétroactivité des lois en France. Il y a eu la rétroactivité de lois en France, c'était pendant le régime du maréchal Pétain entre 1940 et 1944. En conclusion, je veux simplement, après avoir évoqué ce dossier, dire que ce dossier est particulièrement important à maints égards. C'est tout d'abord un dossier de diplomatie bilatérale entre la France et Madagascar, bien sûr.
Mais c'est également un dossier diplomatique où l'on a vu qu'il y a beaucoup de puissances étrangères, et parmi les plus puissantes d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, un grand voisin également, l'Afrique du Sud, et le Mozambique. Donc un dossier diplomatique qui concerne les grandes puissances, mais aussi les organisations internationales, l'ONU, l'Union africaine, et les pays riverains, naturellement, le Kenya jusqu'en Afrique du Sud. C'est ensuite un dossier juridique, parce que c'est un dossier qui met en exergue l'application pure et simple de 2 résolutions des Nations Unies, dont la